Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette émission spéciale en compagnie aujourd'hui de Pascal Gréseau, le vice-président de la Fédération française de golf, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pendant un bon moment. On va parler avenir, on va parler des projets, on va parler de sa vision des choses, même de ses rêves pour la fédération. Pascal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Lumix. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, on va profiter évidemment de ta présence pour connaître un peu plus sur ton projet sportif, parce qu'aujourd'hui c'est le thème de l'émission. C'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter, mais je ne peux pas m'empêcher évidemment de te poser une question, même si ce n'est pas prévu. Voilà, sur le golf en France actuellement, nous sommes tous confinés. Le confinement n'est pas le même que le précédent. Les règles ont un petit peu changé. Comment se fait-il qu'on puisse aller dans des jardins et dans des parcs et pas sur nos golfs ? Bon, c'est une bonne question pour entamer ce live. Évidemment, tu as raison, les conditions du confinement sont différentes. On peut aller dans les parcs et jardins. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans les golfs ? On peut aller dans les parcs à condition d'être dans le cadre des règles qui ont été définies par le gouvernement, c'est-à-dire une sortie de 1 heure dans un périmètre d'1 kilomètre. Donc la réalité, c'est que si on habite sur un golf et qu'on souhaitait s'y rendre, d'un point de vue légal, rien ne pourrait nous en empêcher, puisqu'on est à moins d'1 kilomètre et qu'on n'y resterait que pour 1 heure. Bien évidemment, ce n'est pas l'esprit, parce que il y en a certains qui se posent la question de se demander ce que fait la fédération. Ce que fait la fédération, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pendant le premier confinement. La fédération est extrêmement mobilisée. On a appris, comme tout le monde, lors de la prise de parole de notre président, qu'on allait subir un nouveau confinement, et on ne le savait pas avant. Et aucune autre fédération ne le savait, puisque l'Agence nationale du sport ne nous avait donné aucune information, que le CNOSF ne nous avait donné aucune information. Et donc on l'a appris en même temps que tout le monde. Et dès qu'on a appris cette décision gouvernementale, on a réactivé la cellule que l'on avait créée pour le premier confinement, et on a réactivé tous les contacts que l'on avait, que ce soit avec Matignon, que ce soit avec l'Élysée, que ce soit avec le ministère de Bercy, ou avec maintenant le ministère de l'Éducation, qui est le ministère de tutelle du ministère des Sports. Donc pour ceux qui peuvent s'imaginer que la fédération est fermée après ce confinement et que personne ne s'active pour qu'on puisse réouvrir, je leur dis ne vous inquiétez pas, le travail de qualité qui a été reconnu, le travail de qualité de la fédération qui a été reconnu lors du premier confinement, puisque le golf a bien été déconfiné dans la première vague des sports, et mis à part à l'époque le sport professionnel qu'on ne pouvait pas, le golf professionnel qu'on ne pouvait pas faire, on a pu, dès le 11 mai, on a pu repratiquer notre sport sans aucune limitation. Donc on est en train de travailler très activement avec la même cellule qui avait œuvré lors du premier confinement pour qu'on puisse éventuellement considérer un déconfinement du golf. Comme dans le premier confinement, il y a une question de timing. Dans les 15 premiers jours du premier confinement, on avait eu de nombreuses questions et de nombreuses pressions également, notamment des golfs commerciaux, pour que le golf puisse être ouvert. On ne pouvait pas accepter que les golfs soient fermés. On nous donnait l'exemple de pays où le golf continuait à se pratiquer, et au fur et à mesure que malheureusement l'épidémie progressait, tous les autres pays qu'on nous donnait comme exemple, eux aussi fermaient leur golf. Donc à chaque pays, il y a des protocoles qui sont différents. La base même du protocole qui a été défini par l'État, c'est que vous ne pouvez pas sortir de chez vous plus d'1 heure, et que vous ne pouvez pas sortir plus que dans un rayon d'1 kilomètre. Tant que nous aurons ces conditions-là, il nous paraît déraisonnable d'aller demander quoi que ce soit au niveau du gouvernement, parce qu'on n'aura pas son écoute, et qu'aujourd'hui, il a d'autres priorités à régler que le déconfinement des golfs. Donc, comme pour le premier confinement, que les golfeurs, les licenciés,
les directeurs de clubs, les propriétaires de clubs de golf nous fassent confiance, on œuvre, et quand le timing sera le bon timing, eh bien, nous activerons, mais on a déjà activé, mais en tout cas, on verra comment est-ce qu'il serait possible que le golf soit déconfiné. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est important de considérer, c'est que le golf n'a pas un traitement qui soit un traitement moins bon que les autres sports. Tous les autres sports sont à la même enseigne. Vous pouvez parfaitement, si certains le souhaitent, organiser une compétition de golf professionnel comme le foot organise ses matchs de Ligue 1. Vous mettez en place une dotation. La fédération vous aidera à contacter les joueurs pour qu'ils viennent jouer la compétition. Mais comme pour le football, aujourd'hui, eh bien, si on veut organiser un match amateur, eh bien là, malheureusement, pour ce match amateur, c'est pas possible. Donc, soyez patients. Confiance à la fédération. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent en direct. C'est très facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Demain, un live sera organisé par la fédération. Il pourra être cross-posté par tous les acteurs médias du golf et de nouvelles informations vous seront données demain. C'est parfait. On sait aussi que tu restes très proche justement de tout le monde, des golfeurs. Et grâce aux réseaux sociaux, on sait aussi que tu y es souvent dessus et que justement tu es très accessible. C'est ce qui fait, parmi tes nombreuses qualités, c'est ce qui est très apprécié chez nous tous, que tu restes vraiment disponible avec le nombre de responsabilités que tu as. Donc on te remercie. Et aujourd'hui, donc voilà, c'était la partie un peu sérieuse on va dire, de ton invitation, puisque c'était pas vraiment ce qui était prévu, mais on peut pas s'empêcher de te poser la question parce que tu t'imagines bien que les questions sont remontées. Surtout, n'oublie pas de demander à Pascal quand est-ce qu'on va pouvoir aller jouer au golf. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à des choses plus sympas. J'ai recueilli pas mal de questions, mais n'hésitez pas, vous êtes en direct et vous pouvez poser une question claire, précise, bien formulée pour Pascal qui se fera un plaisir d'y répondre parce que Pascal répond à toutes les questions et je peux vous dire qu'il a peur de rien, donc vous pouvez y aller. Alors, en tout cas, au début, j'en ai préparé 4 personnels, Pascal. Et la première que je te pose, c'est quel regard as-tu, parce que tu es pour l'instant vice-président, on précise, de la Fédération française de golf, mais bientôt la marche au-dessus. Quel regard as-tu sur tes prédécesseurs et sur l'histoire de la fédération, on va dire, sur les 15 dernières années? Ça c'est une bonne question pour commencer. Moi, j'ai pas à juger mes prédécesseurs. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pris D'abord, je suis élu à la fédération que depuis 2009. On pense que je suis impliqué à la fédération depuis très longtemps. Alors c'est vrai que j'ai été avant capitaine de l'équipe de France de 2005 à 2011, mais je n'ai été élu à la fédération que depuis 2009. Donc ça fait aussi beaucoup d'années, mais j'ai été élu notamment pour, au départ, défendre la candidature de la France pour accueillir la Ryder Cup, et ensuite pour pouvoir tenir toutes les promesses que la fédération avait faites pour délivrer cet événement. Évidemment, moi, je garde un excellent souvenir du travail que j'ai pu faire avec Georges Barbaret, parce qu'au départ, c'est lui qui m'a fait confiance pour rejoindre les rangs de la fédération et je peux vous assurer que c'était pas simple. Alors je ne vais pas parler en mal de personnes qui sont plus présentes aujourd'hui, mais il faut savoir que pour que je rentre à la fédération, il y en avait certains qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Et Georges Barbaret a été extrêmement pragmatique et puis lui, il a dit mettez en place les idées que vous pouvez avoir et on vous jugera sur pièce. Et il m'a donné au moins la chance de pouvoir défendre un certain nombre de sujets que je souhaitais porter pour la fédération, et notamment mon implication en tant que capitaine de l'équipe de France, et puis après au niveau de la candidature et de l'organisation de la Ryder Cup. Ça a été l'ère que j'ai eu la chance de pouvoir partager avec Georges Barbaret. Ensuite, j'ai fait 2 mandats avec Jean-Loup Charron. Je pense que nous avons 2 personnalités qui sont différentes, mais qui ont été complémentaires dans l'intérêt du golf français. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui et j'espère que notre collaboration aura été fructueuse, notamment sur ce sujet qui a été la Ryder Cup. À l'issue de la Ryder Cup, justement, j'ai vu une déclaration de ta part qui disait « Je suis très content pour mon pays. Tout était parfait, je suis très content pour mon pays ».
Et la question que je voulais te poser, c'est à quelle occasion tu pourrais le redire une deuxième fois dans les prochaines années? Quand la France gagnera la Coupe du Monde, les championnats du monde au golf national en 2022, je serais très fier parce que si ça arrivait, ce serait le fruit d'un travail, comme par exemple la victoire des Boys au dernier championnat d'Europe. Alors pas ceux qui se sont déroulés là, mais ceux qui se sont déroulés il y a 2 ans, a été le fruit d'un véritable travail, d'une préparation, d'une remise en question. Et avec Christophe Muniesa et avec l'autorisation de Jean-Loup Charon, on avait décidé de candidater pour accueillir les championnats du monde en 2022 et on pensait que c'était important dans le cadre du timing qu'on allait avoir entre 2018, fin de la Ryder Cup, 2024, accueil des Jeux Olympiques, encore une fois au golf national, et on pensait qu'il était important d'avoir aussi un point à date avec l'accueil de ces championnats du monde, puisque une réforme de la politique sportive, et c'est aussi pour cela que tu m'as invité aujourd'hui, a vu le jour au lendemain de la Ryder Cup, et il était important de pouvoir la valider ou de tirer les conséquences de ce qu'on aura fait après les championnats du monde de 2022. Donc 2022, ce serait évidemment une très grande... notre objectif, c'est, je l'ai dit, c'est d'avoir des médailles aux championnats du monde de 2022, et je serai très heureux non seulement pour mon pays, mais aussi pour la fédération et pour tous ceux qui auront participé au travail nécessaire pour atteindre cet objectif. Alors, il y a évidemment beaucoup de chantiers, beaucoup de dossiers. Certains vont être dans une continuité, j'imagine bien, et puis d'autres vont se créer. S'il y en avait un qui serait vraiment, on va dire, sur le feu, qui n'est pas encore réalisé, ça serait lequel pour l'avenir, pour la fédération? Ouais, je l'ai déjà annoncé, hein, c'est le golf des jeunes, c'est l'attractivité de la pratique de notre sport auprès des plus jeunes. Moi, il y a une statistique qui me rend fou, c'est que 78% des enfants abandonnent le golf avant 2 ans. Et c'est tout simplement pas acceptable. Mais c'est pas acceptable, mais c'est malheureusement compréhensible. Toi, Michel, tu es pro golf. Alors certainement que toi, tu mets tout en place pour que auprès des enfants, notre sport soit le plus attractif possible. Mais j'ai la chance d'avoir un fils qui a 14 ans, qui a longtemps hésité entre le football et le golf. Et je dois dire que son cœur a beaucoup penché vers le football, et notamment parce qu'il y avait une prise en charge des équipes de son club qui n'avait rien à voir avec ce qu'on peut revoir dans beaucoup de clubs de golf français. Aujourd'hui, les enfants, pourquoi est-ce que le golf n'est pas suffisamment attractif pour les enfants? C'est que les enfants ne passent pas suffisamment de temps sur les parcours de golf. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais arriver à changer. Et d'ailleurs, je n'ai pas attendu, on verra si je suis élu le 5 décembre, mais je n'ai pas attendu le 5 décembre pour le mettre en place, puisque Jean-Luc Kella, qui est le directeur de la performance à la Fédération française de golf, a ébauché une stratégie et une refonte de ce qu'on souhaite proposer au club, et qui est une réforme des écoles de golf, dans lequel on récompense la venue pour les jeunes, le fait d'aller sur les parcours de golf, de faire des rencontres contre des enfants d'un autre club. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, faire découvrir le golf pour les jeunes uniquement par le biais d'une pratique sur les practices et de ne travailler que la technique, ça me ferait penser à des enfants qui veulent apprendre la musique et qui ne feraient que du solfège. Ce qui amuse les enfants, c'est de prendre un instrument et c'est de jouer. Même si on joue mal, peu importe qu'on joue mal, l'important c'est de jouer. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est surtout s'occuper de la classe d'âge des enfants qui ont moins de 14 ans, parce qu'après 14 ans, les enfants deviennent autonomes, et quand les parents ont le choix de les laisser à la maison, eh bien, si le golf n'a pas été suffisamment attractif, eh bien, ils décident de rester chez eux et de faire de la tablette ou d'aller faire un autre sport. Moi, je veux m'occuper de cette tranche d'âge pour leur montrer à quel point le golf peut être un sport fantastique qu'ils peuvent partager avec leurs amis, même si c'est un sport individuel, c'est aussi un sport qu'on peut pratiquer en équipe. Et je souhaiterais avoir la possibilité
de pouvoir mettre en avant cette pratique du golf avant 14 ans et s'occuper pas simplement des bons joueurs. Un enfant qui a 12 d'index et qui a 12 ans, j'ai envie de dire que celui-là, il va rester captif pour dans le monde du golf. Mais par contre, celui qui a 25 d'index, ou 30, ou 40, ou 50, et qui a plus de 14 ans, celui-là, malheureusement, on va le perdre. Dans les statistiques, c'est plus de 78. Alors, on perd 78% des jeunes avant 2 ans de pratique, mais malheureusement, quand plus l'index est élevé, et plus on a de chances de le perdre. Donc moi, ce que je veux, c'est leur donner l'occasion de faire des compétitions dans leur club, mais aussi des compétitions interclubs à travers cette réforme de l'école de golf. De toute manière, c'est un fait. Hein. On voit très bien que le practice, les cours de groupe, c'est sympa, mais rien ne remplacera jamais aller sur le terrain avec les copains, et c'est ça qui fait effectivement l'accroche du golf. Juste pour ceux qui ne te connaissent pas encore, il peut y avoir quand même des gens qui ne te connaissent pas encore. En tout cas, ceux qui nous regardent aujourd'hui te connaissent tous, mais pour le replay, voilà, tu as un index de combien, Pascal ? Moins 0,9. C'est quand même pas mal que justement le futur président de la Fédération française de golf sache bien jouer au golf, sache de quoi il parle. Donc c'est quand même bien aussi de le préciser pour ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, je pense que tu vas presque me rendre des points donc si on fait une partie ensemble. Hein. Ouais, ça c'est l'imperfection du système, parce qu'effectivement, quand on joue avec des pros, il faut rendre des points aux pros, ce qui est totalement ridicule, parce que quel que soit son index, de rivaliser avec de très bons professionnels, même en étant amateur, on est très loin des joueurs de circuit. Donc le golf est avant tout une école d'humilité, et parfois il y en a certains qui pourraient s'imaginer qu'avec un index négatif on est plus fort que les pros. La réalité, c'est qu'on est bien loin de tout ça. Bon, très bien. Enfin voilà, c'est bien aussi de le savoir. Et puis, je voudrais faire une dernière parenthèse pédagogique de ta part, parce que souvent, on a le sentiment que les gens attendent beaucoup trop de la fédération. Comme c'était un peu papa-maman, c'est comme PGA France, c'est pareil, on attend beaucoup de PGA France. Est-ce que tu peux, en 2 minutes, expliquer la mission générale d'une fédération de golf? Mais en tout cas, dans le cadre de la mission, dans le cadre de la politique sportive, je pense qu'il est très important que la fédération accompagne les joueurs tant qu'ils sont amateurs, parce que c'est à cette période-là que vous pouvez former les jeunes. Les jeunes sont dans des clubs, il y a souvent un soutien de la ligue, et puis quand ces joueurs deviennent des joueurs cibles, eh bien, on les invite à rejoindre les centres de performance. D'ailleurs, la réforme que j'ai mis en place avec les équipes de la fédération a déjà réformé les pôles pour les transformer en centres de performance. Et aujourd'hui, avant plutôt, il y avait 7 pôles qui étaient répartis sur le territoire national. Et aujourd'hui, on n'a plus que 2 centres de performance qui sont celui de Terre Blanche et celui du golf national. Celui de Terre Blanche est déjà actif à 100%. Celui du golf national sera actif à la fin de l'année prochaine, puisque sur ces centres de performance, on a souhaité une unité de lieu. Pourquoi une unité de lieu ? Eh bien parce qu'il est important que les élèves, les jeunes athlètes puissent se préparer évidemment physiquement, donc il faut des salles de préparation physique, il faut qu'ils puissent se préparer mentalement, et donc on a des préparateurs mentaux qui interviennent dans ces centres de performance. On doit également avoir des parcours de golf sur site. Alors à Terre Blanche ou au Golf National, on a la chance de bénéficier de 2 installations de très grande qualité, mais ces élèves et ces jeunes athlètes sont encore à l'école. Et là, la direction technique nationale, sous la direction de Maïtena Alzigueren, a réellement réalisé quelque chose de remarquable dans un temps aussi restreint. C'est qu'on a été capable, à la Fédération française de golf, de créer 2 écoles hors contrat pour des élèves allant de la 6e jusqu'à la terminale. Et nous avons créé notre propre école hors contrat. Alors évidemment, hors contrat, mais en ayant l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. Il a fallu embaucher 27 professeurs. Plus de la moitié de ces professeurs sont des professeurs agrégés. Et aujourd'hui,
il ne peut plus y avoir comme on pouvait, certains parents en tout cas pouvaient l'imaginer, parce que même dans les pôles, les résultats scolaires étaient de très bonne facture, mais en tout cas aujourd'hui, l'ambition, c'est que chacun des élèves puisse avoir une mention. Et pourquoi est-ce qu'on a cette ambition? Bien, tout simplement parce que les moyens qui ont été mis à disposition des athlètes sont tout simplement incroyables. On ouvre une classe aujourd'hui, pas en fonction du nombre d'athlètes, mais on ouvre les classes tout simplement parce que un athlète peut avoir un besoin de faire, j'en sais rien, du chinois, de l'anglais, de l'allemand. Eh bien, on ouvre une classe spéciale pour cet enfant et pour cet athlète. Et notre objectif, c'est d'avoir, de faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Donc, dans ces 2 centres de performance, on a la chance de pouvoir aujourd'hui accueillir une trentaine d'athlètes qui sont répartis entre Terre Blanche et le Golfe National, et surtout d'avoir cet objectif d'unité de lieu où il n'y a absolument plus de pertes. Avant, à Terre Blanche, les athlètes pouvaient s'entraîner à Terre Blanche, mais ils étaient aux Crêpes d'Antibes. Là, maintenant, les cours sont prodigués sur Terre Blanche. Au Golfe National, eh bien, on avait les athlètes qui devaient rentrer le soir pour aller aux Crêpes j'oublie le nom, mais ça va me revenir, pour un Crêpes qui était à 40 minutes. Donc, on était Châtenay-Malabry. Donc, on était obligé de passer 40 minutes pour venir le matin amener les athlètes, 40 minutes pour repartir. À partir de 2021, les athlètes vont être sur place et il y aura cette unité de lieu où ils vont pouvoir étudier, où ils vont pouvoir être préparés physiquement, mentalement, où on aura ce stade de petits jeux qui a été ouvert au Golfe National, et on crée un stade de petits jeux qui est moins ambitieux sur terre blanche, mais avec cette volonté également de pouvoir travailler son petit jeu sur des greens très fermes et des conditions qu'on a du mal à retrouver dans d'autres golfs en France. Donc ces deux centres de performance ont été mis en place très rapidement. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos meilleurs amateurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent faire partie du ranking mondial et d'avoir un maximum de joueurs et de joueuses dans les 50 meilleurs joueurs, amateurs, garçons et filles. On l'a chez les filles, puisqu'aujourd'hui on a 3 filles qui font partie du top 50 mondial. On a Pauline Haussin-Bouchard qui a été longtemps numéro 1. On a Lucie Malchiran qui, je crois, est dans les 10 premières. Chez les garçons, c'est plus compliqué. Et on s'aperçoit que si on veut avoir des ambitions et de gagner les championnats du monde ou de gagner des championnats d'Europe, les championnats du monde, c'est très simple. Si vous n'avez pas un joueur dans les 5 premiers amateurs au monde, un deuxième entre la 10e, entre la 5e et la 15e place, et un troisième joueur qui se situe entre la 15e et la 30e place, on ne peut pas gagner les championnats du monde. Et donc aujourd'hui, ce serait ridicule que je vous dise qu'on puisse faire un très bon résultat au championnat du monde chez les garçons, parce qu'on n'a pas l'équipe pour le faire. J'espère qu'avec ce qu'on a mis en place, et en plus les programmes les programmes qu'on a préparés pour des joueurs cibles potentiels pour 2022, eh bien, nous aurons ce résultat en 2022, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Alors, et donc, Pascal, je suis très long, oui, pardon. C'était pour finir sur ta question. Bien sûr, vas-y. Très bien. Pour moi, l'importance du travail de la fédération, il doit être fait quand les joueurs sont amateurs. Quand les joueurs sont professionnels, eh bien, ça devient leur destin, ils ont en main leur destin, et c'est à eux de se prendre en charge. Bien sûr, la fédération peut les aider, mais pendant une période qui doit être une période très courte, elle ne doit pas excéder 2 ans. Et si vous regardez aujourd'hui les meilleurs joueurs du monde, eh bien, les meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas les fédérations qui les ont sortis. La fédération a pu les aider à travers un programme de jeu, mais quand ils étaient amateurs, mais quand ils sont devenus professionnels, c'est eux qui ont pris leur destin en main. Et je souscris totalement à ce que tu as dit tout à l'heure. On attend parfois beaucoup de la fédération, on attend trop de la fédération, parce que la fédération, elle a son rôle quand les joueurs sont amateurs, quand ils sont pros, à part cas très particulier, par exemple, quand le jeune Bekirian passe pro à l'âge de 16 ans, c'est tout à fait logique que la fédération l'accompagne plus longtemps que sur une période de 2 ans, parce qu'il commence avec le Alps Tour. Là, j'espère qu'il va pouvoir jouer l'année prochaine plus de compétitions sur le Challenge Tour, et il est normal que la fédération accompagne plus qu'un délai de 2 ans quand on a un cas exceptionnel comme le sien. Mais autrement, le rôle de la fédération ne doit pas excéder plus de 2 ans après le passage professionnel.
Donc là, c'est parfaitement clair et ça répond à une question ultérieure. Donc c'est fait, c'est une aide de 2 ans maximum, c'est bien clair. Et c'est important de le préciser pour que, voilà, parce que souvent, on oublie les bases, et c'est important de parler des questions de base. Voilà, comme ça, tout le monde a compris. Les Stenson, je suis d'accord, les Stenson, c'est pas la fédération suédoise qui a sorti Stenson, c'est pas la fédération danoise qui a sorti Thomas Bjorn, c'est pas la fédération anglaise qui est une fédération puissante et reconnue, qui a sorti des joueurs comme Westwood ou autres. Donc malheureusement ou heureusement, c'est aux joueurs de se prendre en main, ils ont leur destin entre leurs mains. La fédération peut soutenir, mais ce soutien sera très limité dans le temps. Alors, c'est parfait. J'avais une question dans le sens de Bruno Hardy. Comment allez-vous vous occuper des écoles de golf mais qui n'ont pas de terrain? D'abord, est-ce que, pareil, c'est à la Fédé de s'en occuper? Alors, avec la réforme des écoles de golf, même si vous n'avez pas de terrain, et tu es bien placé pour le savoir, tu exerces une partie de ton métier sur un practice qui n'a pas de terrain de golf, eh bien moi j'encourage ces practices qui ont des écoles de golf à prendre des accords avec des golfs qui peuvent les accueillir pour pouvoir lancer ces matchs que nous avons imaginés dans le cadre de la réforme. Il y a un certain nombre de practices qui malheureusement n'ont pas de terrain, mais ils ont une école de golf qui peut être une école dynamique. Eh bien, je souhaite que ces practices puissent prendre des accords avec des golfs, et d'ailleurs s'ils rencontrent des difficultés, qu'on n'hésite pas à m'appeler, et s'il y a une piste à creuser, je serai là pour pouvoir aider. Mais il est très important, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que les jeunes aillent sur les parcours de golf pour pouvoir faire ces matchs. Quand on fait des matchs, tout d'un coup, la pratique d'un sport individuel comme le golf, mais dans le cadre d'un sport par équipe, c'est ce qui peut aussi mobiliser les jeunes, et c'est tellement plus sympa aussi de faire des rencontres par équipe où vous faites votre match en simple, en individuel, mais où votre victoire compte dans le cadre d'une victoire par équipe. Là, j'appelle non plus l'acteur de la fédération, mais justement le sportif. On sait que les victoires d'équipe ont vraiment une connotation bien particulière, et je sais que tu as une bonne expérience, une très solide expérience dans les équipes. La question que je voulais te poser, pour un peu rester dans l'émotion de la compétition, c'est est-ce que l'on apprend plus de victoires ou de contre-performances quand on est dans les équipes? Je crains qu'on ait beaucoup plus de contre-performance que de performance dans son palmarès. Et de toute façon, les bons, ils savent aussi bien analyser les victoires comme les défaites. Je pense qu'on apprend plus de ces défaites que de ces victoires, mais les meilleurs, ils savent parfaitement savoir pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, aussi bien dans le cadre d'une victoire que d'une défaite. En tout cas, les meilleurs, ils ont cette capacité à savoir l'analyser. Super. Parce que c'est des questions aussi intéressantes, et ça nous fait plaisir aussi d'avoir ta version de golfeur expérimenté aussi, et pas spécialement toujours du responsable à la fédération. Mais on va revenir tout de suite justement à ce statut. Je voudrais mettre aussi, une bonne fois pour toutes, aussi les choses au clair sur ce qu'on appelle la démocratisation du golf. Comme moi, tu as vu passer pour pas dire des milliers et des milliers de commentaires et des centaines de tentatives de personnes qui tentent de démocratiser le golf en France. Je pense que tout ce qui est démocratisation, ça arrive souvent quand le sport a une antériorité élitiste. Je pense que c'est ça. J'ai entendu la dernière fois dans l'opéra, ils ont le même problème, parce que l'opéra paraît inaccessible, donc les gens n'y vont pas, alors que les gens qui sont à l'opéra souhaitent ouvrir les portes à tout le monde, comme nous on veut le faire dans le golf. Moi, je préfère parler d'accessibilité, c'est-à-dire de rendre les accès faciles plutôt que de démocratisation, parce que démocratisation, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Quelle est justement pour toi la définition, si elle est pertinente, de la démocratisation du golf? Je pense qu'on part déjà malheureusement avec un historique qui est un historique lourd. Il faut savoir comment le golf est arrivé en France. Je ne vais pas devenir professeur d'histoire, mais il a évidemment été importé par nos amis britanniques qui appréciaient l'art de vivre à la française, et quand ils venaient passer du temps en France, eh bien, ils importaient
golf. Ils ont importé le golf, notamment sur tout le littoral. Et il y a eu, au début du siècle dernier, de magnifiques golfs qui ont été construits sur le littoral parce que c'était les Britanniques qui venaient jouer en France. Les Britanniques, à cette époque-là, il faut remettre les choses en perspective. Au début du siècle dernier, ceux qui avaient la chance de pouvoir faire du tourisme, c'était évidemment pas la classe ouvrière, c'était la noblesse et la noblesse britannique. Et la noblesse britannique, quand elle venait en France, elle jouait avec la noblesse française. Sauf que en Angleterre, le golf n'était pas pratiqué, et dans les îles britanniques, il n'était pas pratiqué que par les nobles, il était pratiqué par tout le monde. Et le golf était en Angleterre un sport extrêmement démocratique et populaire. Ce qui n'a pas été le cas en France parce que, au départ, les premiers à jouer au golf en France ont été des nobles, alors que en Angleterre, et en Écosse, c'était des bergers. Donc, c'est deux démarches qui sont totalement différentes. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, ce sont des choses qui sont passées il y a maintenant plus de 150 ans, et il est temps de passer à autre chose. Le rôle de la fédération, c'est de faire en sorte que le golf soit le plus accessible possible. Et moi, je suis très fier d'avoir participé à cette ambition qui a été celle de construire les 100 petits équipements compacts urbains. Parce que ces 100 petits équipements compacts urbains partaient d'un constat qui était que si on ne jouait pas suffisamment au golf, c'était parce que le golf était cher et qu'on y passait et qu'il était trop consommateur de temps. Ces 100 petits équipements, quand on a sorti ces projets qui étaient dans un tiroir de la fédération au moment de la candidature, pour donner aussi une raison vertueuse aux détenteurs de droits de nous donner l'accueil de la Ryder Cup, tout le monde a rigolé. On a dit non mais 100, c'est encore une promesse que la France va faire pour avoir la Ryder Cup, et dans la réalité, ils seront incapables de le faire. En 2018, on avait 101 golfs qui ont été inaugurés. C'est pas la fédération qui les a construits, hein, que les choses soient bien claires, mais la fédération a favorisé la construction de ces golfs et comment je pourrais dire, on a mis en avant ce que pouvaient être ces golfs compacts urbains et le besoin qu'on pouvait avoir en créant ces golfs, et que ces golfs pouvaient être une véritable aide à la création de nouveaux golfeurs. Et bien évidemment, il y a toujours les détracteurs qui disent qu'en France, l'accueil de la Ryder Cup n'a pas permis d'augmenter le nombre de licenciés. À ça, et je ne le dis pas parce que c'est moi qui étais responsable de l'organisation de la Ryder Cup, mais il faut regarder les chiffres et les regarder dans toute l'Europe. Pendant la période de 2009 à 2019, il y a eu une création de 3% de golfeurs. C'est très faible. 3% de golfeurs en France, on peut dire que c'est très faible. Mais il faut regarder. Moi, on me parle et on me dit « Ah non, mais regardez l'Irlande, ils savent créer des champions. Il y a Rory McIlroy, il y a eu Paul McGinley, il y a J-Mac, il y a Sean Lowry qui a gagné le British il y a 2 ans. Et quels sont les chiffres en Irlande? Tu les connais, Michel? En Irlande, j'avoue ne pas les connaître, mais je sais qu'on a proportionnellement, il y a quand même de bons golfeurs et de bons champions. Parce que j'ai eu la chance de commenter l'Open d'Irlande pendant 3 ans, et c'est une belle terre de champions quand même, l'Irlande. Bon, la bonne terre de champions, elle a fait moins 18% pendant la période où la fédération a fait plus 3. L'Espagne, on a quand même des champions iconiques, que ce soit à travers évidemment Severiano Ballesteros, mais Olasabal, Garcia aujourd'hui, Rafa Cabrera Bello, et j'en passe d'autres. Les chiffres, moins 15% pendant la même période. Donc, je pense que si la France a aussi bien résisté et a continué à progresser, eh bien c'est essentiellement grâce à la création de ces équipements compacts urbains qui ont connu un très grand succès pendant cette période-là. Et aujourd'hui, ces concepts, ce sont souvent en grande majorité des concepts privés qui sont opérés par des organisateurs privés, et ces organisateurs privés, ils ne les créeraient pas s'il n'y avait pas derrière une rentabilité. Et cet objectif de 100 qu'on avait donné, on l'a dépassé, et aujourd'hui, je ne sais plus tout à fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est à plus de 105 équipements compacts urbains qui ont été créés entre 2008 et 2020 maintenant.
Très bien. Alors, on a une question maintenant d'Éric Delmas qui dit, voilà, est-ce que c'est normal de faire payer à un jeune dont les parents viennent déjà de s'acquitter sur le parcours de leur green fee, donc un green fee couple, donc on sait que c'est déjà une somme, et de faire payer à un enfant de 7 ans 50 € pour les accompagner. Est-ce que c'est normal? D'abord, quand on consomme quelque chose, ça me paraît logique de le payer. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut mettre en place des mesures qui soient incitatives pour que les enfants puissent pratiquer le sport sur le golf, sur les golfs. Donc, à l'époque, il y avait le brevet sportif qui donnait des facilités. Il y a la carte verte, mais évidemment, il est important que les clubs comprennent que, et c'est la démarche qu'on souhaite mettre en place aussi avec cette réforme de l'école de golf, c'est-à-dire que, je pense qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui de demander forcément la gratuité totale. S'il y a des golfs qui sont disposés à le faire, en tant que responsable de la fédération, je ne pourrais que l'applaudir. Mais il faut aussi se mettre à la place des golfs qui ont des frais qui sont des frais importants pour l'entretien. Et donc, c'est tout à fait logique que quand on consomme, on paye. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un prix raisonnable qui puisse permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer le plus souvent possible. Oui, donc en fait, c'est du bon sens, hein. Ça paraît choquant parce qu'il a 7 ans, il paye 50 €, on se dit il va quasiment rien toucher, il va quasiment rien abîmer. Mais bon, pour la version gestionnaire du golf, lui, il ne voit pas les choses de la même manière parce qu'il prend en gros une place, quoi. C'est une 3e place, il prend un green fee. Il faut toujours regarder les choses des deux côtés. Il faut regarder du côté du consommateur, mais il faut aussi voir du côté de l'exploitant du golf qui, lui, a des frais qui sont des frais importants. Mais j'encourage que les choses soient très claires et j'encourage et j'essaierai de le provoquer, qu'il puisse y avoir des tarifs qui soient des tarifs très intéressants pour que les enfants puissent pratiquer. Et là où il faut avoir un discours qui est un discours différent, c'est que si les clubs et les exploitants de clubs ont l'impression de faire un effort, moi je leur dis que cet effort, c'est pas un effort, c'est un investissement. Parce qu'aujourd'hui, on me demande, oui Pascal, qu'est-ce que tu vas faire pour aller chercher de nouveaux golfeurs? Mais moi déjà, ce qui m'importe, c'est de ne pas perdre les golfeurs qui ont décidé un jour de prendre leur licence ou qui sont des golfeurs qui jouent au golf aujourd'hui et qui l'abandonnent parce qu'ils trouvent notre sport pas suffisamment attractif, et notamment chez les jeunes. Donc chez les jeunes, à chaque fois qu'un opérateur de golf fera un effort pour faciliter le fait qu'un enfant ait accès au parcours, eh bien pour lui, ça ne doit pas être un effort, ça doit être un investissement pour le futur, parce que ceux qui vont payer des cotisations sur du long terme parce qu'ils vont devenir comme nous, Michel, des passionnés de golf, eh bien, ce sont les enfants. Et c'est un sujet qui, pour moi, est excessivement important parce qu'il est transversal. C'est-à-dire que, bien sûr, on va me demander aussi qu'il y ait des champions français. La moyenne d'âge aujourd'hui des golfeurs français, c'est 53 ans. Je l'ai dit, si demain, par une opération miracle que je ne connais pas, il y a 10 000 nouveaux golfeurs de plus de 50 ans qui prennent leur licence, je serais évidemment très satisfait. Maintenant, je préfère que ce soit 10 000 jeunes. Pourquoi? Pas parce que je veux rajeunir la moyenne d'âge, je m'en fous, c'est pas mon problème. Par contre, le fait d'avoir des jeunes aujourd'hui, eh bien c'est dans cette tranche d'âge qu'on va avoir notre champion de demain. Et c'est aussi dans cette tranche d'âge qu'on aura les futurs licenciés de demain qui vont payer les cotisations dans les clubs. Donc, pour moi, cette tranche d'âge, elle est excessivement importante et pendant les 4 prochaines années, si je suis président, ce sera au quotidien que je me poserai la question pour savoir, et j'écouterai, et chacun peut arriver à me contacter. Il y a beaucoup de gens qui me contactent et j'espère être à la hauteur de leurs attentes en répondant très rapidement. Mais sincèrement, mon objectif premier, ce sera d'arriver à augmenter le nombre de jeunes. Parce que c'est transversal, on aura plus de chances d'avoir des champions si on a plus de jeunes. Et demain, ces jeunes seront les futurs golfeurs de demain et ceux qui paieront des cotisations dans les clubs et qui les feront vivre et qui les feront mieux vivre. Alors je rappelle pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours que nous sommes bien sur le plateau Lumix ici à Paris, en direct avec Pascal Grisot, et nous répondons donc, Pascal a la gentillesse de répondre à nos questions. N'hésitez pas, si vous avez justement une question à lui poser sur ce qui n'a pas encore été traité, eh bien vous êtes les bienvenus et nous passerons en direct votre question à Pascal.
La question suivante, elle est de Jean-Christophe Vélus qui dit, voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de golf, même si tout à l'heure tu en as un tout petit peu parlé, Pascal, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de golf, en tout cas plus de connexion avec le système de l'école nationale, bien que tout à l'heure tu en as parlé, bien que des initiatives, on va dire, locales se créent bien sûr grâce à des profs de sport qui aiment bien le golf, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de nous dans les tuyaux ? Eh bien, alors voilà un sujet qui est très intéressant parce qu'il démontre à quel point la fédération a une faiblesse. Mais la faiblesse, ce n'est pas celle dont voudrait parler ton internaute. La faiblesse, c'est sur la communication. Parce que lorsque nous avons lancé la candidature de la Ryder Cup et ensuite la préparation de la Ryder Cup, on a monté avec le ministère de l'Éducation nationale un carnet qui s'appelait Mon Carnet Golf, dans lequel on avait la possibilité pour les enseignants. Ce carnet était un support pédagogique qui permettait d'apprendre l'anglais, de faire des mathématiques, évidemment de comprendre les règles de golf. Et grâce à ce carnet golf, eh bien, Michel, assieds-toi bien, à fin 2019, on a réussi à contacter 70 000 enfants. C'est vraiment... 70 000, c'est pas peu, 70 000. Donc tu vois, ton internaute est en train de nous dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui est fait avec l'éducation nationale ? 70 000 enfants ont été contactés par la fédération, par l'éducation nationale, et autour de Mon Carnet Golf, qui était axé sur la Ryder Cup. Là, j'ai pas là ce carnet golf, mais je te le montrerai, et puis tu pourras le montrer à tes internautes lors d'une prochaine émission. Mais ça a été un tel succès qu'on a relancé un carnet golf maintenant avec mon parcours vers 2024, donc vers les Jeux Olympiques. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à contacter 3000 écoles, 3000 classes pour l'année 2021, et 3000 classes fois 30 élèves, ça va être 90 000 enfants qui vont être contactés rien que pour l'année 2021. Et d'ailleurs, ça a commencé puisque la rentrée scolaire est déjà commencée, et je ne sais pas aujourd'hui combien d'écoles ont adhéré, mais l'objectif, c'est de continuer Mon Carnet Golf qui est créé dès 2010 pour l'organisation de la Ryder Cup et qui avait déjà réussi à toucher 70 000 enfants. Mais après, la bonne question qu'il faut me poser, Michel, c'est combien de ces 70 000 enfants sont restés des golfeurs ? Absolument. Et bien, je te dis, c'est même pas 5% de ces 70 000 qui sont restés. Donc ça veut bien dire que, en plus ces programmes qui avaient été mis en place, moi je n'y crois que si effectivement l'éducation nationale prend contact avec un golf, que ces golfs derrière, c'est pas en emmenant un enfant une fois par mois pour se donner bonne conscience de vouloir lui faire découvrir un nouveau sport, qu'on va arriver à transformer cet enfant en golfeur. Pour qu'on arrive à le transformer en golfeur, il faut que le golf qui accepte d'accueillir cette classe cette classe soit capable de faire des offres tarifaires, mais pas simplement des offres tarifaires aux enfants, mais peut-être aussi aux parents, et que le club puisse voir cette possibilité comme une véritable opportunité pour arriver à transformer de jeunes écoliers en futurs golfeurs. Et ça, il faut que ça se fasse. Bon, là, pour l'instant, ces programmes ont souvent été mis en place du côté de l'éducation nationale. Parfois, comme il n'y avait pas un golf à proximité, eh ben, on jouait au foot sur un stade, on jouait au foot sur un terrain de tennis, on jouait au golf sur un terrain de, on jouait au golf sur un terrain de tennis. Pour moi, c'est pas ça. Je souhaiterais que dans les 3000 classes que l'on doit convaincre de pratiquer le golf scolaire, il faut que ces 3000 classes, elles soient à proximité d'un golf. Si on n'est pas à proximité d'un golf, on va faire connaître à beaucoup d'enfants la pratique du golf. Comme je l'ai dit, déjà 70 000, on a un objectif de 90 000, mais ce qui est important, c'est combien parmi ces 90 000 vont devenir de futurs golfeurs. Et là, eh bien, il faut faire en sorte que notre sport soit plus attractif, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, que ce soit parce que les clubs n'accueillent pas ces classes comme il faudrait le faire, parce que notre méthode d'enseignement n'est pas suffisamment attractive pour les garder. En tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est 78% des enfants qui abandonnent le golf après 2 ans de pratique. Très bien. Pascal, une question. Bon, on a le temps, hein. Je t'aurais bien offert une boisson pour un café.
tout à Mais l'heure. on est tranquille, hein, c'est l'avantage du studio ici, c'est qu'on a le temps. Et ça nous fait plaisir que tu nous expliques tout ça. Comme quoi, ce que je retiendrai, c'est qu'on ne communique jamais assez des actions qui sont faites. Donc il faut les communiquer au plus grand nombre. Une question maintenant qu'on a dû déjà te poser pas mal de fois, et je suis certain que tu as une réponse parfaitement rationnelle comme d'habitude et pleine de bon sens. Et j'avoue être un peu d'accord, mais peut-être que j'ai tort. Pourquoi est-ce que la première année de golf, on ne ferait pas, mais juste une seule fois dans une vie d'une personne, on ne ferait pas une licence à moitié prix, disons. Juste pour dire aux gens, bienvenue, voilà, cette année vous êtes les bienvenus. On vous demande un minimum pour couvrir les assurances, bien sûr, mais on vous fait un cadeau de bienvenue. C'est juste une fois dans une vie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible pour accueillir plus de licenciés plutôt que de mettre une barrière qui, pour beaucoup, ne pose pas de problème, mais pour certains, c'est un budget? Bon, d'abord, dans le cadre du programme qui maintenant est public, on a 3 priorités. Évidemment, le sport, et ça, je souhaite m'en occuper en direct, et je pense que ce sera la première fois qu'un président de fédération s'occupe du sport en direct. J'espère démontrer que c'est une bonne chose. Ensuite, la deuxième priorité, c'est le développement de la pratique. Et la troisième priorité, c'est la transition écologique. J'ai pas tellement besoin de détailler pourquoi est-ce qu'on a ces 3 priorités. Bien sûr que si on n'a pas de champion, on va dire mais qu'est-ce qu'a fait la fédération. Bien sûr que si on ne développe pas, on va dire mais qu'est-ce qu'a fait la fédération. Et si demain on peut plus jouer, pas à cause du Covid, mais parce que le gouvernement aura émis un décret qui nous empêche d'utiliser des produits phytosanitaires ou qui nous empêche d'arroser les parcours, eh bien on aura un problème. Et justement, pour convaincre le gouvernement qu'on a besoin, en tout cas pendant une certaine période, puisqu'on a un ministère qui est le ministère de la transition, moi je souhaite aussi qu'il y ait une transition qui se fasse et qu'on nous laisse le temps pour arriver à trouver des produits alternatifs aux produits phytosanitaires qui aujourd'hui sont indispensables pour pouvoir malheureusement endiguer un certain nombre de maladies. Donc ce sont les 3 priorités de mon programme. Il y aura une vice-présidente en charge de la transition écologique, il y aura un vice-président en charge du développement, et ce sera le président de la fédération qui gardera la main sur le sport. Donc, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, et je veux vraiment qu'on puisse imaginer toutes les solutions comme si on partait d'une page blanche. Donc, s'il y a un consensus, et le vice-président, si je suis élu, sera Gilles Paris. Gilles Paris est un garçon brillant qui est aujourd'hui propriétaire de 2 golfs, le golf de Dinard, le golf de Saint-Jean-de-Mont. Donc il a la triple culture, d'un golf associatif parce que Dinard est en partie associatif, d'un golf commercial parce que Saint-Jean-de-Mont est un golf commercial, et également un golf touristique puisque Saint-Jean-de-Mont et Dinard sont des golfs qui attirent de nombreux touristes. Donc lui, tous les jours, il se pose la question de ce qu'il faut faire pour attirer plus de monde dans ces golfs. Donc le réflexe qu'il a tous les jours, autant qu'il le mette au service de la fédération pour arriver à développer le nombre de pratiquants. Si, dans le cadre des études qu'il mène, il y a un consensus pour dire que la licence le prix de la licence est une barrière aux primo-accédants, eh bien, on réfléchira à autre chose. Je crois, pour ma part, je ne crois pas. Mais si réellement c'était un frein, il faudra imaginer d'autres solutions. Mais déjà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut arriver à mettre en place, comme par exemple une licence qui pourrait partir de date à date, c'est-à-dire que si on prend sa licence au 31 mars, eh bien, elle est valable jusqu'au 1er avril de l'année d'après. Imaginez qu'il puisse y avoir déjà aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des prélèvements pour diminuer, en tout cas pour que le coût de la licence soit divisé par 12 mois. Donc il y a un tas de choses qu'on peut réussir à mettre en place. Et si en tout cas réellement il y a un consensus pour dire que c'est le prix de la licence qui fait barrière à la création de nouveaux golfeurs, eh bien on l'imaginera. Mais je pense qu'avant d'en arriver au prix de la licence, je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on doit améliorer pour arriver à ce que notre sport soit plus attractif. J'ai bien compris. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même, vous n'êtes pas fermé
à une évolution. Je fais juste attention, parce que tu sais, quand on est pilote, on fait attention à ses passagers. Oui, il faut mieux, oui. Et je vois que le soleil arrive dans ton visage bientôt. Donc, c'est un réflexe. Parce que vous me voyez moins bien. On te voit très bien. C'est pour pas que tu sois incommodé. Voilà. Non, je ne suis pas incommodé. C'est si vous me voyez, c'est le principal. C'est parfait. Moi, ça va très bien. On est très bien. Alors, il y a aussi Olivier Bernard qui est responsable de Street Golf. Street Golf, Swing Golf, et non pas Swing Golf, Swing Golf. Je suppose que tu as dû entendre parler comme Foot Golf. Voilà, ce sont des gens qui s'organisent, qui font du golf différemment de nous. C'est intéressant, c'est sympa, c'est ludique. Et ils estiment, eux, que c'est un bon moyen pour justement un jour aller sur un golf normal. Mais ils se disent, voilà, bon, on ne parle jamais de nous. Est-ce que la Fédé pourrait quand même de temps en temps relayer quelques infos et pourquoi pas participer un peu à nos... Street golf, c'est génial. Voilà. Et moi, le président ou le responsable du street golf, il m'appelle et on va imaginer plein de trucs ensemble parce qu'il y a des golfeurs qui sont très intéressés par le street golf et qui veulent avoir une alternative parfois aux compétitions qui se jouent sur de vrais parcours de golf. Et parfois, il y a la possibilité de créer... Parce qu'on parle de street, alors en anglais c'est la rue, mais moi j'ai déjà assisté à des compétitions de street golf qui sont mis en place dans la nature et qui sont des challenges extraordinaires. Donc pour moi, dès qu'on parle de golf, que ce soit du street golf, que ce soit du swing, que ce soit, on m'appelle, et si on a besoin du soutien de la fédération, je ne veux pas commettre l'erreur de la fédération de foot qui a considéré que le foot à 6 c'était pas du foot ou que le foot en salle c'était pas du foot. Moi, dès qu'on a une balle et une canne, même si ce n'est pas tout à fait dans le cadre d'un club de golf associatif ou un club de golf commercial, moi, ça m'intéresse et je fais du street golf et ça m'amuse beaucoup. Alors, je le fais avec mon fils parce que je ne connais pas les gens du street golf, mais quand ils m'auront contacté, eh ben, je serai le premier à venir faire des compétitions avec eux. Eh bien, c'est parfait. Une fois encore, une réponse remarquable. Non, mais on dirait que tu as étudié tous les dossiers. Je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que tu dors, Pascal? Alors, la question... je dors pas beaucoup. Eh oui, parce que pour avoir toutes ces réponses, bravo. Hein. Alors, Eric Augusta, avec un nom, tu vois. Augusta veut dire grandiose. Est-ce que tu savais qu'Augusta voulait dire grandiose? Non. Ah, je t'ai peut-être appris quelque chose pour une fois. C'est en latin, ça veut dire grandiose. Alors, voilà la question. Comment faire de l'Open de France un tournoi majeur européen? La solution, c'est que ce soit peut-être pas un tournoi majeur européen, mais que ce soit pas un tournoi majeur, mais que ce soit un grand tournoi mondial. Évidemment que l'Open de France, c'est une préoccupation, et c'était ma préoccupation déjà bien avant de devenir, si je le deviens, président de la fédération. Donc tu penses bien que si je le suis après le 5, ce sera évidemment également une de mes priorités. Mais là, l'environnement, il n'est pas favorable. Le Tour européen, il n'est pas dans une bonne situation. Et malheureusement, avec ce Covid, alors j'ai vu qu'un laboratoire bien connu avait sorti un vaccin, et franchement, c'est peut-être la meilleure nouvelle de ces dernières semaines. Bien sûr que j'y travaille à cette Open de France, et vous savez, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que la fédération n'y travaille pas. Grâce à la Ryder Cup, j'ai tissé des relations, que ce soit avec les responsables du PGA Tour, évidemment avec le European Tour, et moi je regarde ce qui pourrait être le mieux pour le golf français. Déjà, il y a une chance extraordinaire, ça va être d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Et de cet événement-là, aujourd'hui, avec Christophe Muniesa, on travaille avec la Fédération internationale, donc l'IGF, mais également avec le comité d'organisation, le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques français, pour faire de cet événement un grand événement. On va avoir la chance d'avoir les meilleurs joueurs du monde qui vont venir, parce que c'est les Jeux Olympiques, parce que ce sera sur le golf du golf national. C'est une compétition qui va être organisée en collaboration avec les deux tours.
donc le Tour européen et le PGA Tour. Évidemment, la fédération, si on arrive à se mettre d'accord sur une vision commune, la fédération aura un rôle qui sera aussi un rôle important. Et ça va être une chance extraordinaire d'avoir les meilleurs joueurs du monde, un peu comme quand on a eu cette Ryder Cup où on a eu parmi les 24 joueurs que des joueurs qui faisaient partie du top 30 mondial. Mais évidemment, d'avoir un événement qui soit un événement comme l'Open de France qui retrouve sa place, c'est le plus ancien Open d'Europe continentale. On a eu la chance d'avoir les meilleurs joueurs qui sont venus, peut-être pas toujours en même temps, mais en tout cas on a souvent eu les meilleurs joueurs qui sont venus jouer ce tournoi. Là malheureusement, comme je l'ai expliqué, à cause de la situation dans laquelle se trouve le Tour européen, il y a des difficultés, mais aujourd'hui, en tout cas, on réfléchit à un nouveau modèle pour l'Open de France et un modèle, pourquoi pas, avec un tournoi qui pourrait être en collaboration avec le PGA Tour. Et vous savez, on dit souvent en France, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de marques qui sont capables de soutenir un événement de golf. Eh bien, moi, j'en connais des marques. Je connais des marques qui sont prêtes à soutenir un très grand tournoi de golf, à condition que ces marques qui vont mettre beaucoup d'argent et un retour sur investissement. Or, aujourd'hui, malheureusement, avec le Tour européen, que vous fassiez un tournoi à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, même à 7 millions, on l'a vu avec les Rolex Series, on n'est pas certain d'avoir un champ à la hauteur de votre investissement. On voit bien aux États-Unis, regardez le tournoi qui s'est joué sur le PGA Tour ce week-end, c'est le jeune Ortiz qui a gagné, mais il y avait tous les meilleurs joueurs du monde qui participaient à ce tournoi-là. Moi, je veux être certain que si j'arrive à convaincre une grande marque internationale, que j'espère française, et si elle est étrangère, c'est pas grave non plus, mais une grande marque qui vient et qui associe son nom aux côtés de l'Open de France, qu'elle en ait pour son argent. Parce qu'autrement, ça va être un coup, comme on l'a fait avec les Chinois, mais ça dure 2 ans, et après, ils s'en vont. Et ça, c'est pas possible. Moi, ce que je veux, c'est faire c'est instruire des dossiers sur du moyen terme, voire du long terme. Et pour ça, il ne faut pas raconter l'histoire à personne. Je ne peux pas aller demander un soutien de 7-10 millions d'euros à une marque si derrière, elle n'en a pas pour son argent. Et aujourd'hui, avec le Tour européen, c'est très compliqué. J'espère que le Tour européen va lui aussi se réformer et se restructurer et sortira plus fort de la crise qu'il l'était avant d'y rentrer. Mais comme on n'est pas certain de ça, on a aussi des discussions avec d'autres tours que le Tour européen. Donc, maintenant, le planning, c'est encore dans un mois, encore un mois. Comment ça va se passer pour justement, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses juste avant que tu prennes ton poste? J'ai bien compris, dans une continuité avec des nouveaux projets et pas dans des changements brutaux, radicaux, mais au contraire, quelque chose d'intelligent, de bien fait, de fluide. Ça, je sais, on te fait confiance, Pascal, pas de problème. Tu peux nous dire un peu les coulisses pour, voilà, comment ça se passe? Comment ça va se passer? D'abord, c'est beaucoup de respect pour Jean-Loup Charron, parce que c'est quand même lui qui est encore le président pendant un mois. C'est quelqu'un qui a été très impliqué dans la vie fédérale pendant ces 8 dernières années, et je sais que pour lui, il vit très mal le fait d'être obligé de quitter la scène après 8 ans de bons et loyaux services, de la façon dont ça va se passer. Il va y avoir une élection qui va être une élection qui va se dérouler uniquement par le biais de vote par correspondance. Il aurait aimé pouvoir saluer les présidents de clubs, les directeurs de clubs. C'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire tout de suite. Et moi, si je suis élu président, je souhaiterais qu'à la première assemblée générale qui aura lieu au mois de mars ou avril 2021, eh bien Jean-Loup Charron puisse être là pour qu'on puisse tous lui rendre hommage par rapport à l'implication qu'il a pu avoir pour ces 8 dernières années pour la Fédération française de golf. Après, c'est évident, on a 2 styles qui sont 2 styles différents. On ne fait pas tout à fait partie non plus de la même génération. Je suis un golfeur qui, sans être un golfeur de très haut niveau, a quand même été dans toutes les équipes de France, de l'équipe de France junior jusqu'à l'équipe de France senior, et j'ai forcément une empreinte qui est une patte qui sera différente de celle qu'a voulu mettre en place Jean-Loup Charron. Mais j'ai envie de dire, les choses, elles arrivent toujours dans le bon timing. Si jamais je suis élu président, c'est certainement quelque chose que j'aurais très mal fait si je l'avais été il y a 8 ans. D'ailleurs, Georges Barbaret m'avait dit que
la présidence de la fédération, c'était pas fait pour moi. Aujourd'hui, il a changé d'avis parce qu'il a vu ce que j'ai pu faire pendant les 8 dernières années, mais il disait pas que j'en étais pas capable, mais il disait en tout cas que j'étais pas capable de fédérer autant que je peux le faire aujourd'hui. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que il y a la maturité, mais j'ai appris aussi un certain nombre de choses que je veux mettre au profit de notre sport aujourd'hui. Donc, je suis pas en train de me préparer sur le dernier mois. D'abord, la décision que j'ai prise, c'est une décision que j'ai prise il y a maintenant 1 an. Et quand on me posait la question après la Ryder Cup pour savoir ce que je voulais faire, très objectivement, je l'ai dit, et je l'ai dit plusieurs fois, je ne savais pas ce que je voulais faire. Peut-être même que j'avais tout simplement envie de prendre du recul et de faire autre chose. La passion du golf est plus forte. J'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire qui me suit dans mes passions. Et bien sûr, c'est une question d'équilibre, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait sans son soutien. Et voilà, on a pris cette décision ensemble, et je pense pouvoir amener quelque chose au golf français dont le golf français a besoin. Et c'est une fonction à laquelle je me suis préparé inconsciemment depuis de nombreuses années et très consciemment depuis 1 an. Donc oui, j'ai des réunions qui sont avec mon équipe très proche, puisqu'il y a un trésorier qui est un ami d'enfance, qui est Guillaume Livet, qui était avec moi au golf du Prieuré quand j'ai commencé le golf. En secrétaire général, il y a une personnalité qu'on ne présente pas, c'est Pierre Bechman. Pierre Bechman, c'est évidemment un très grand honneur pour moi de l'avoir sur ma liste. C'est quelqu'un qui a été le premier capitaine du Royal et Ancien, le premier Français à être capitaine du Royal et Ancien, qui a participé tout au long de sa vie avec des fonctions de bénévole, que ce soit dans les clubs, évidemment Royal et Ancien, avec aussi par passion à accompagner le tournoi du Masters à Augusta. Enfin voilà, c'est une chance extraordinaire d'avoir une personnalité comme Pierre autour de moi. 2 vice-présidents, et je vous l'ai annoncé, donc Sylviane Villaudière en charge de la transition écologique et Gilles Paris en charge du développement. Et bien évidemment, ça c'est une équipe avec laquelle je suis très proche, et on travaille au quotidien sur des sujets de façon à ce qu'on n'attende pas 6 mois pour mettre en place notre programme. Mais c'est un programme qu'on a bien réfléchi pendant le dernier confinement notamment, et c'est un programme qu'on pourra mettre en application très rapidement sans attendre les 6 mois. Moi j'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on ne fait pas dans les 100 premiers jours, on ne les fait pas. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir tout faire, mais ce qui est important, c'est tout enclencher dans une dynamique positive. C'est parfaitement clair. On approche bientôt de la fin de l'émission. Je voulais te demander, Pascal, quel est le pro avec qui tu as eu la chance de jouer, qui t'a le plus impressionné dans ta vie? Parce que je sais que tu as la chance d'avoir quand même de belles parties. Voilà, quel est le pro où tu te dis ah, vraiment celui-là m'a vraiment impressionné, et quel est celui avec qui tu aimerais jouer et ce n'est pas encore fait? C'est pas une question facile. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai joué avec beaucoup des meilleurs joueurs du monde, et chacun d'une certaine façon m'a marqué et m'a impressionné, parce que quand vous jouez avec des joueurs qui font partie du top 10, du top 15, du top 20 mondial, vous imaginez bien que sur 70 millions de golfeurs, faire partie du top 10 dans votre sport qui est ma passion, c'est une chance incroyable de pouvoir approcher ces joueurs-là. Mais pour revenir un peu dans le passé, quelqu'un comme Severiano Ballesteros, j'ai eu l'occasion de partager une partie avec lui. Ça a été quelqu'un qui était extraordinaire, avec aussi des qualités humaines, parce que c'est pas le tout d'être un bon joueur de golf, c'est aussi d'arriver à transmettre quelque chose, et ça Ballesteros le faisait d'une façon extraordinaire. Mais c'est très... Je veux pas du tout que... C'est toi qui m'as posé la question, mais j'ai la chance, si aujourd'hui tu prends le top 20 des meilleurs joueurs, je crois que j'ai joué avec tout le monde, sauf avec Tiger Woods. Et j'ai partagé au moins une partie avec eux. Et à chaque fois, c'est une période, c'est un moment extraordinaire. Mais un qui m'a marqué plus que d'autres, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Tommy Fleetwood, parce que c'est un garçon qui a des valeurs, qui est un garçon qui est toujours disponible, mais si un garçon comme Ricky Fowler, un garçon comme Rory McIlroy, on ne peut pas s'imaginer à quel point ces joueurs sont accessibles. Moi, j'ai une toute petite anecdote.
Rory, c'est quelqu'un que je vois assez souvent. Et la dernière fois, il me dit, ah bah tu sais Pascal, sur Instagram, j'ai vu que je vois un Grisot qui m'envoie un message. Alors il me dit, bah, c'est pas moi qui gère tout mon Instagram, mais Grisot quand même, j'ai regardé. Et il me dit, mais c'était pas toi. Je dis, ah bon, bah, je dis, je savais pas qu'il y avait un autre nom. Il me dit, non, c'est ton fils. Et je dis, ah bon, c'est mon fils qui t'a envoyé un message. Et Rory McIlroy, il a répondu à mon fils. Et aujourd'hui, ils sont en lien. Alors évidemment, c'est parce que c'est mon fils. Mais au-delà de ça, pendant la Ryder Cup, il y a 2 joueurs qui ont été extraordinaires, toujours au service des plus jeunes. Ça a été Ricky Fowler et Rory McIlroy. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes j'ai emmené, combien de jeunes j'ai emmené qui voulaient rencontrer Ricky Fowler. Ricky Fowler, il était américain. C'était l'équipe, c'était nos adversaires. Mais Ricky a été d'une façon absolument incroyable, d'une générosité incroyable. Tommy Fleetwood a fait la même chose et Rory McIlroy a fait la même chose. C'est parfait, on approche de la fin et je vois qu'il y a des difficultés d'éclairage dans le bureau. Donc on va arrêter de te faire souffrir, Pascal, et merci pour ton implication habituelle, comme d'habitude, comme toujours. Je voulais remercier aussi Lumix et Panasonic pour le plateau, la qualité du plateau, qui nous permettent pendant le confinement de vous délivrer des belles prestations. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait, ils aiment beaucoup le golf. Donc voilà, je suis très fier d'être sur ce plateau régulièrement, en tout cas chaque semaine. Pascal, je voulais te dire, avant de te quitter, dans la marine, on t'aurait souhaité bon vent, et dans l'aviation, pas trop de vent quand même, pour tes prochaines fonctions. Écoute Michel, merci. Encore une fois, merci de m'inviter. Et merci, je parlais... Une notion pour moi qui est importante, c'est la générosité, le partage de la passion. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui a l'image de ces 2 qualités, c'est bien toi. Donc merci infiniment de m'avoir invité. Et voilà, et j'espère que par mes réponses, j'ai éclairé un certain nombre de tes internautes, mais en tout cas, toujours à ta disposition pour répondre à tes invitations. C'est parfait, un grand merci. Merci à tous. Merci Pascal Grisot. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera une prochaine fois pour un prochain numéro dans la passion et vive le sport. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt.